Je ne vais pas vous faire un cours sur l'habitat vernaculaire en Normandie. Je vais simplement m'intéresser aux insectes qui vivent autour de l'habitat et essayer de comprendre en fait pourquoi. On se concentre sur les hyménoptères. Nous connaissons tous la chaudière normande avec en fait, les différents matériaux qui la composent, donc la toiture en chaume qu'on a vu avant, et puis la construction à colombage, c'est-à-dire en fait une structure de poutre avec un remplissage en torchis, en terre naturelle. Et puis un soubassement en briques éventuellement. Donc, parmi l'habitat autour des maisons, quelque chose d'intéressant que nous avons retenir, c'est les murs en bauge. La bauge, ce sont des murs en terre qui sont coulés sur place et puis qui sont ensuite recouverts, protégés d'humidité par une toiture, une petite toiture, et en fait ça sert de mur de séparation de propriété. Donc ce sont plutôt des murs qui ceinturent des espaces naturels à l'extérieur, quelquefois sur des grandes longueurs. Bon, on connaît le bocage normand avec des saules têtards. On peut aussi citer, favorable aux insectes, des grands alignements d'arbres, notamment de hêtres dans certains endroits. Voilà. Alors, à gauche, vous avez le modèle Christine Beudelin, qui est ici, de lichoir à insectes, qui marche très bien. Et bon, la similitude est frappante entre ce qui est offert aux insectes dans le lichoir et ce qu'on trouve dans la maison, en fait. Donc, pour les espèces rubicoles, les tubes, on a évidemment les retrouve dans le chaume. On a aussi toutes les perforations qu'il y a dans les vieilles structures en poutre. Et puis, on a la paroi verticale de terre crue et sèche. Voilà, alors je vous parle d'hyménoptères. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est, un petit peu, donc juste une petite parenthèse. Bon, on sépare les hyménoptères. Vous en voyez en bas, en gros, ce sont des insectes avec deux paires d'ailes. Et puis, en haut, à gauche, on sépare l'ordre des hyménoptères en symphytes, c'est-à-dire l'abdomen de la femelle porte une scie qui sert à insérer l'œuf. Ce sont des insectes phytophages. On voit à droite les larves, bon, les tentrelles par exemple, dont on ne parlera pas ici parce qu'ils ne sont pas du tout concernés. On a ensuite des apocryphes qui se divisent en, c'est ce qu'on voit au milieu, qui portent une tarière. Alors, pour parler à M. Noblet, je m'excuse, c'est pas un aiguillon, c'est une tarière. C'est-à-dire, c'est un tube qui sert à insérer l'œuf. On en voit un à droite, un spécialiste en train de pondre. Ce qui nous vont surtout nous intéresser ici, ce sont les aculéates, c'est-à-dire les hyménoptères qui portent un aiguillon, qui est une modification de la tarière avec une glande à venin. Bon, parmi les aculéates, on a tous les insectes sociaux, tous les hyménoptères sociaux, et aussi tous ceux qui construisent un nid. C'est ce qui va nous intéresser ici. Ils vont venir dans la maison traditionnelle parce qu'ils cherchent des abris pour le nid. Bon, alors, les familles qui vont nous intéresser, c'est surtout, il faut voir en bas à droite, Spécidés apidés. On regroupe maintenant dans les apoidéas, c'est-à-dire bon, les abeilles et les guêpes. Guêpes au sens guêpes solitaires. Et on aura aussi des vespoidéas qui sont qui ont aussi. Il y a un problème en français quand on parle guêpe, on ne sait pas exactement de quel hyménoptère on parle. On trouverait aussi, si on cherchait des pompilidés, des formicidés, etc. Donc je ne parlerai pas beaucoup ici. Voilà, alors le premier type, on va donc regarder les habitats, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Donc un certain nombre d'hyménoptères, pour construire le nid, vont avoir besoin d'un tube, ce qu'on voit en bas. Et ce sont des nids linéaires qui se remplissent évidemment par le fond. La femelle construit, on explore, trouve une cavité qui convient, va l'aménager, la vider, etc. pour remplir une première cellule, prendre un œuf, fermer, remplir une deuxième, ainsi de suite. Et obturer à la fin.
Le diamètre des tubes va déterminer quelles sont les espèces intéressées par le gîte. Alors, quand on met dans les nichoirs, comme on voit à droite, des tubes plus gros, avoir des osmis, etc., qu'on ne trouve pas dans les maisons traditionnelles, dans les toitures en chaume. Dans les toitures en chaume, on va voir les vrais rubicoles qui sont intéressés par des tiges, comme les tiges de ronces dans la nature. Parmi ceux-ci, on peut avoir des petites abeilles comme Ceratina, ou alors des cécides comme Tricoxylon, qui est un petit chasseur qui chasse de minuscules araignées, ou alors parmi les Ponphrédonidés, des Stigmus, Passalopus, etc. On en voit un à droite avec sa proie. Bon, le deuxième type d'espèce qu'on a rencontré, c'est l'espèce linicole qui recherche des trous dans le bois, dans la nature. Alors les arbres morts, etc. sont les gîtes de prédilection, et qui sont aussi attirés par les nombreuses cavités d'insectes xylophages qu'on va trouver dans les poutres de la structure de la maison. Alors l'avantage, évidemment, c'est la pérennité. Dans une maison, ça dure plus longtemps qu'un arbre mort dans la nature. Alors en matière de comportement aussi, c'est un peu différent. Les vrais xylicoles vont faire un nid qu'on pourrait appeler en forme de grappe de raisin. Les cellules ont chacune un accès, une sortie. Alors c'est ce qu'on voit en bas. Et donc c'est assez intéressant au niveau comportemental parce que les vraies espèces rubicoles, celles qui ont un nid linéaire, il y a un problème, c'est que chez les hyménoptères, les mâles émergent avant les femelles. Il faut donc que la femelle soit capable de remplir les premières cellules avec des œufs qui donneront des femelles et les dernières avec des mâles. Sans ça, les mâles traverseraient complètement toutes les cellules et détruiraient les cellules des femelles. Alors, au point de vue comportement, on peut voir que le nid en haut est une sorte de nid intermédiaire entre les deux modèles. Donc, c'est pas très bien résolu, on ne sait pas exactement au niveau comportement comment ça se passe. Bon, ça à droite, on voit Ectenius, qui est une assez grosse guêpe qui chasse surtout des syrphides, des mouches, et qui vient occasionnellement dans les galeries assez gros diamètre. Alors, quand les diamètres sont plus petits, on va avoir des Prococérus, ou alors des Vespidés, des vraies guêpes, comme toute la série des éolinaires qu'on a en bas. Je vois pourquoi il est marqué aussi là, ça devrait être marqué là, parce que les osmières sont à droite. Alors bon, on voit que la distinction rubicole ou xylicole n'est pas extrêmement précise, parce qu'on voit des osmières qui vont, si on la voit dans la photo du haut, on va la qualifier de rubicole, et en bas de xylicole. En fait, il faudrait voir exactement la forme du nid, et ça dépend de quelle espèce on parle. Voilà, nous arrivons ici au troisième type de substrat qui nous intéresse, c'est le substrat des colombages ou des murs-embauches, c'est-à-dire une paroi verticale en terre sèche et bien compacte, mais quand même suffisamment friable pour être creusée par l'hyménoptère. On voit en bas, sur la photo, en bas à gauche, un vieux mur en gauche complètement grêlé par des nids anciens d'hyménoptères qui vont être réutilisés chaque année. Et puis à droite, on voit un mur qui a été partiellement réparé et dont le nouveau crépi n'est pas encore occupé par les hyménoptères, alors que l'ancien l'était, ou l'est sans doute encore. Alors bon, ces mêmes espèces terricoles vont nicher dans les sous-bossements ou dans les nids, du moment que ça soit suffisamment friable, comme les joints des murs en briques, quand c'est un mortier, disons, tendre, friable. Alors, parmi ces espèces, espèces bien connues, par exemple le Lineos pinipes, qu'on voit en haut à gauche, sont des chasseurs de chenilles, et on reconnaît bien ces nids avec une sorte de cheminée extérieure qui va ensuite être démontée pour clore la galerie. Et puis surtout, des grosses abeilles Anthophora, qui sont les premières à occuper les nids en terre, les murs en terre, et qui vont commencer à creuser des grosses galeries, qui vont ensuite être utilisées par d'autres espèces qui ne sont pas capables de creuser elles-mêmes. Et
puis, bon, à gauche, occasionnellement, en Normandie, bon, c'est une espèce commune dans le sud, mais qui en Normandie est en limite de répartition, des EMNS qui viennent profiter, disons, de la chaleur des murs, parce que les murs attirent aussi les espèces qui aiment la chaleur, parce qu'ils accumulent la chaleur qui restitue. Donc on est un peu des milieux chauds et secs. En Normandie, c'est pas très fréquent. Alors, dans la nature, ces parois sèches sont en fait assez rares. On en trouve très occasionnellement sur des talus écorchés, comme en bas à droite. On va en trouver sur les souches d'arbres quand elles sont déracinées. La terre qui reste agglomérée, enfin, maintenue par le fin tissu des racines, va former des parois verticales intéressantes. Il faut savoir que ces espèces qui nichent dans les parois verticales ont besoin d'un substrat vertical. Ce ne sont pas les mêmes espèces qui vont nicher sur les substrats horizontaux, notamment, sans doute, pour des questions de protection de la pluie ou de l'humidité. Bon, on voit en haut, alors, dans d'autres milieux artificiels, en haut, c'est des tas de sable dans une gravière. Alors là, on aura, c'est aussi une paroi verticale, on aura des espèces sensiblement différentes, c'est pas le même portée d'espèces, parce que c'est un substrat beaucoup plus sableux, et on va avoir plutôt des espèces agricoles. Bon, pour être un peu complet, il faut aussi parler des espèces opportunistes, c'est-à-dire qu'une maison, il y a un abri, une zone protégée de la pluie, avec des infractuosités, une sous-face de toiture, etc., où on peut avoir en haut à gauche un profil, par exemple, volant des guêpes sociales comme les polices ou les vespulas, qui ne sont pas toujours désirables. Et on va avoir aussi beaucoup d'espèces hivernantes, bon, les rêves de guêpes, etc., beaucoup de mouches qui vont venir. Bon, ça c'est bien connu. Alors assez intéressant quand on a, disons donc, autour de ces vieilles maisons des concentrations assez fortes de nids d'hyménoptères, ça va attirer leurs parasites, qui sont évidemment plus nombreux s'il y a plus de nids. On connaît bien les chrysis, les sapiga qui est un parasite des osmies, les anthrax, les mouches, ou l'Electa qui est une grosse abeille qui est parasite des Anthophora plumipes qu'on a vu avant. Voilà, alors il faut savoir qu'il y a, pour peu d'espèces hautes, il y a beaucoup d'espèces de parasites. Beaucoup de parasites sont en fait rares. Leur biologie est souvent très mal connue. Bon, dans les parasites, il faut comptabiliser tous les parasitoïdes, c'est-à-dire tous les ichneumonides, braconides, etc., tous les calcidiens. Alors c'est un grand nombre d'espèces. Donc en fait, potentiellement, quand on a des espèces hautes, on sait qu'on va avoir une biodiversité. Alors si on parle maintenant en termes de conservation, on peut dire que les espèces qui nichent dans les tiges creuses, dans les toitures ou dans les cavités qui sont dans les poutres, elles sont déjà fréquentes en bonne population dans le bocage environnant et qu'on ne fait jamais que les attirer. Donc c'est intéressant de les observer, c'est bien d'en avoir, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu. Par contre, les parois en terre, les murs en terre, en Normandie, concentrent certaines espèces qu'on trouve pratiquement que là. Donc, les murs des maisons, les murs en torchis, bon, on les trouve surtout autour des vieilles constructions à l'abandon, parce que bon, quand on entretient une maison, il y a un problème d'entretien du torchis, on va avoir à détruire ou à altérer les colonies existantes. Donc on n'est pas sûr qu'elles sont reconstituées, etc. Par contre, les murs en Vosges, on n'a pas de problème vraiment d'entretien, c'est dans le jardin, on n'a pas besoin de guerre-pain, etc. C'est beaucoup plus durable. Et donc, évidemment, il serait intéressant de les répertorier, éventuellement de renforcer les quantités de murs existantes ou de construire des structures en s'en inspirant, qui pourraient être des sortes de totems ou de constructions dédiées à la biodiversité, dans des endroits où il y a des passages pour les communes, etc. Ce serait assez facile de faire des murs en autophore, on est sûr de telle date à telle date de les voir travailler, etc. Je pense que ça serait assez intéressant pour le public. Voilà.
Merci.